Et coucou, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit point lecture rapide sur des graphiques fantasy essentiellement que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantasy qui est un challenge de la chaîne de Piketty Bookin. Et donc je vais vous présenter 2 premiers tomes de saga en BD et puis également une suite de romans que je n'avais pas continué depuis un petit moment et j'ai enfin fini le 2e tome. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça et puis écoutez, j'espère que ça va vous inspirer puisque c'était en règle générale des lectures quand même assez bonnes et puis qu'en échange vous me donnerez aussi un petit peu d'inspiration éventuellement pour d'autres lectures. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tome de Wicca et la fureur d'Oberon qui est le premier volume d'une BD de Olivier Ledroit et Thomas Day. L'histoire de Wicca se déroule dans le monde de Pan, qui est un monde dans lequel beaucoup de noms nous sont familiers, comme le monde lui-même avec Pan. Nous avons également un château appelé Castelgrim et nous avons beaucoup de noms reliés en fait aux histoires et aux légendes que nous connaissons tous, qu'il s'agisse d'histoires très connues de la fantasy, des contes de fantasy, des histoires, des romans de fantasy. En fait, tout est un petit peu mélangé, ce qui fait que sans connaître l'histoire, on a l'impression que tout nous est un petit peu familier. Dans ce royaume de Pan, il s'avère qu'il y a un personnage, le prince Oberon, qui va vouloir prendre le pouvoir sur l'ensemble du royaume par la force et l'agressivité, avant tout en détruisant toutes les créatures magiques qui pourraient être plus fortes que lui, c'est-à-dire essentiellement les fées. Chaque fée a énormément de pouvoir, chacune ayant une thématique particulière, comme la fée de la nature, la fée des montagnes, enfin beaucoup de choses comme ça, et du coup, ce sont elles qu'ils veulent détruire avant tout, Oberon et sa fine équipe. Avant tout, celle qu'il veut détruire avec le plus de passion, c'est la fée Titania, qui était également son amour, son grand amour, et qui est partie avec un autre prince. Et il lui en a voulu à vie, bien sûr. Est-ce que c'est l'origine de sa volonté de destruction et de prise de pouvoir ? Peut-être, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est vraiment l'un de ses buts ultimes avant de vraiment prendre le pouvoir sur l'ensemble du territoire. Il va aller détruire Titania, il va détruire ses ailes, il va l'éradiquer d'une certaine façon, puisqu'en fait, on ne sait pas bien encore comment la mort fonctionne dans ce monde. Elle, son mari actuel, et il va également partir à la poursuite de sa fille Wicca, qui va être prise en main par certains amis de Titania et qui vont aller la cacher et lui couper ses ailes de façon à ce qu'elle ne se fasse pas repérer. Wicca va être adoptée par une famille d'elfes paysans, d'elfes fermiers, et elle va grandir en méconnaissant complètement ses origines et ses pouvoirs. Elle ne sait pas bien ce qu'elle est, quel type de créature, et elle va grandir en tant que voleuse, puisque c'est comme ça qu'elle va réussir à gagner sa vie. Bien entendu, petit à petit, elle va commencer à se découvrir des pouvoirs, et c'est à partir de là qu'elle va aussi commencer à attirer l'attention envers elle. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr, pour ne pas dévoiler l'histoire, mais je pense que déjà dans les noms des personnages, vous aurez aussi remarqué que, pour ceux qui l'ont lu en tout cas, qu'il y a des références très évidentes au Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, qui est une pièce de théâtre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se passe également dans un royaume fantastique avec des fées, avec des elfes, avec toutes sortes de personnages, et dont le couple tumultueux centre de l'histoire était justement Titania et Oberon. Voilà. Donc je pense que, inspiré de cette histoire-là, les événements nous font quand même comprendre que ce n'est pas Songe d'une nuit d'été. Mais on voit bien que les auteurs ont décidé de prendre un petit peu tout ce qu'on a de fantasy dans la littérature classique, dans les contes de fées, un petit peu dans tout ce qu'on connaît pour essayer d'en faire un petit... en faire un cadre. Voilà, en faire un cadre. Alors, mon avis directement de cette bande dessinée, je l'ai beaucoup aimée. Alors, je l'ai beaucoup aimée parce que j'ai trouvé l'histoire très intrigante. Il se passe toujours des choses. Donc, on est très très pris dans l'histoire. Ça se lit vraiment très vite. Même si, de temps en temps, je pense à cause de la quantité de personnages, on peut être un petit peu perdu parce que c'est une histoire quand même assez complexe. On nous présente beaucoup de personnages de différents royaumes, de différentes terres, avec chacun ayant des liens que l'on ne connaît pas encore. Donc c'est vrai que des fois, il faut un petit peu, rattraper le fil qu'on a paumé en cours de route. Mais c'est quand même suffisamment minime, donc je trouve que ça ne gâche pas l'histoire. Il faut juste des fois revenir un petit peu en arrière ou réfléchir un petit peu,
ou juste, comme ça arrive parfois, se dire, eh bien je me laisse porter par l'histoire, il y a bien un moment, on va m'expliquer. Et comme ça, on profite parfaitement. Voilà. Les graphismes sont très très beaux, donc ceux qui sont familiers du travail d'Olivier Ledroit, bon, bah, ils se doutent bien de ce à quoi s'attendre. Les décors sont extrêmement beaux, c'est toujours assez chargé par contre avec lui, donc c'est vrai que peut-être le côté fouillis, plutôt que d'apporter un côté négatif, je pense justement appuie le côté complexe de l'histoire. Voilà, on sent bien qu'on n'est pas dans quelque chose de simpliste ou dans des histoires qui vont tenir une page. Et, non, on sait qu'on rentre dans quelque chose de sérieux et de dense et que voilà. Et donc je pense justement que le style graphique contribue beaucoup à cette compréhension et à cette immersion. Donc voilà, globalement c'est mon avis, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a bien sûr quelques petits défauts qui ne m'ont pas gâché l'histoire, hein, attention. Mais quelques petits défauts quand même que je tenais à relever parce que ils sont quand même pas présents une ou deux fois, ils sont quand même présents vraiment tout au long de l'histoire. Premièrement, c'est le sexisme, le sexisme, c'était quoi ça? J'invente des mots, ça faisait longtemps, voilà, bah, vous le savez, hein, ça m'arrive à l'occasion. Mais pourquoi le sexisme? Parce que en fantasy particulièrement, je trouve, c'est pas que ça n'existe pas dans d'autres domaines, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais il y a un type de sexisme où il y a toujours beaucoup de créatures, des monstres, des orques, des trolls, des machins. Les hommes, c'est toujours des guerriers, puis au final, c'est aussi ce qu'on aime bien dans la fantasy, hein, pour avoir ce type de monde, en fait, avec ce type de personnages et d'aventures où on s'attend déjà un petit peu à ce qu'on va voir, et puis c'est ça qu'on aime bien. Mais il faut toujours que les femmes aient un côté sexy et un côté attirant. C'est-à-dire que déjà, comme toujours, il y a une très grande majorité de personnages et créatures masculines, et la petite minorité qui est féminine ont besoin de faire ressortir leurs arguments, on va dire, hein, et de se battre en faisant des grands écarts sur lesquels on fait des gros plans, bien sûr, parce que c'est quand même nécessaire à la scène. Voilà, c'est que des choses comme ça. Les méchantes sont quand même ont des arguments très puissants, les gentilles aussi. Voilà, c'est toujours le truc, alors que du côté masculin, on n'a pas tout ça. On a justement une très très grande variété, que ce soit en monstres, en beaux gosses, en machin, enfin il y a de tout, il y a un gros éventail, entre ceux qui montrent un peu, ceux qui montrent rien, voilà, il y a tout et n'importe quoi. Mais les femmes, il y a toujours ce truc que, eh ben voilà. Bon, je vais pas m'étendre plus là-dessus, hein, je pense que vous savez de quoi je parle, puisque c'est dans la société, hein, c'est quelque chose quand même qui est très fréquent, mais je trouve quand même très fréquent aussi dans certains domaines et types d'histoires, et on ne déroge pas à la règle, voilà. Il n'y a pas de raison, ça pour le coup, ça sort pas. En parlant de clichés, du coup, il y a également d'autres clichés dans les dialogues. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues très très stéréotypés, un petit peu, vous savez, avec des phrases types et des trucs. C'est-à-dire que il y a des moments, comme je vous ai expliqué, l'histoire est quand même assez complexe. Donc il faut se mettre dedans, il faut suivre, c'est très intéressant. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une espèce de petite pièce de dialogue où on a l'impression un peu de voir vous savez, les films d'action américains, où on sort toujours la phrase, vous savez, pour faire style. Mais c'est tellement évident, en fait, on envoie les ficelles, donc c'est un petit peu... plutôt que de se dire, ah ouais, c'est cool, on se dit, ouais, bon, j'ai déjà entendu 50 fois dans des contextes similaires, voilà. Donc voilà, moi c'était vraiment les deux petits points. Pourquoi petit? Parce que bon, ça ne gâche pas du tout l'histoire. J'ai passé un très très bon moment, je me suis régalée. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ces deux choses là qui sont un petit peu trop présentes, parce que c'est pas juste une fois dans la BD, c'est quand même tout le long. Voilà, donc c'était un petit peu le truc qui m'a un petit peu déplu. Voilà, mais très très bonne impression. Et bien sûr, il va sans dire que je vais continuer la saga, puisque, bah oui, comme ça m'a bien plu, il n'y a pas de raison, hein. Voilà. Alors, on va passer à la BD suivante. Il s'agit d'Azimut de Wilfried Lupano et de, alors j'ai noté quelque part, Jean-Baptiste Andrea. Voilà. Alors, Lupano, je connais déjà un minimum le travail, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait. Et je ne connais pas l'autre personne qui a participé à cette bande dessinée, mais pour moi, c'était une très très bonne bande dessinée, et je pense qu'on n'est pas loin du coup de cœur. Alors, je veux lire la suite de l'histoire,
parce qu'en fait je me suis arrêtée juste avant de décider de filmer, puisque je me suis dit je vais pas non plus faire toute la saga, sinon ça va encore prendre 3 plombs pour avoir une vidéo. Et voilà, donc puis je me dis indirectement, le premier tome c'est là que je peux raconter un petit peu l'histoire, alors que pour les tomes suivants, il faut avoir lu le premier, voilà. Donc on n'est pas loin du coup de cœur, je veux quand même connaître la suite de l'histoire, mais je vais déjà commencer par vous la raconter, quand même que vous sachiez de quoi il s'agit. Par contre, je vous préviens tout de suite que je suis désolée si j'ai du mal à expliquer l'histoire, mais elle est très difficile à raconter et à ce qu'elle ait du sens quand on n'a pas lu. Il faut savoir que c'est un monde qui est très particulier, très loufoque, où en fait on a l'impression de voir un mélange entre des idées de Tim Burton et de Terry Gilliam. S'il y en a qui connaissent, qui ont toujours eu des films avec des idées très loufoques, à la limite de l'absurde, où on voit apparaître des objets, des personnages, des situations rocambolesques qui n'ont l'air d'avoir aucun sens, mais qui, si l'histoire est bien menée, en fait, ont du sens et qui finissent par nous introduire dans un monde où, même si les règles sont complètement dans tous les sens, on finit par adhérer et à comprendre ce système. Voilà, et c'est ce qui se passe avec Azimut. Alors, le tout début de l'histoire d'Azimut nous emmène en fait dans l'histoire d'un père et de son fils qui sont des observateurs d'oiseaux. Je ne sais pas bien si c'était leur métier, mais en tout cas, ils passent leur vie à observer les oiseaux à partir d'une petite cabane. Des oiseaux qui sont des faudra que je vous retrouve le mot, mais ce sont des animaux biologiques et mécaniques à la fois. Voilà. Et qui ont vraisemblablement l'air d'être des créatures nées comme ça naturellement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu... En fait, ils observent ces oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce en particulier qui est en voie d'extinction et qui pond un œuf par an pendant 12 ans, puisque c'est un oiseau qui meurt au bout de 12 ans. Chaque œuf a une tâche par an, donc ça permet de déterminer l'âge de l'oiseau, et un oiseau qui a 2 ans, l'œuf aura 2 tâches, etc. Ce sont des oiseaux qui se cachent facilement, qui sont difficiles à trouver, et donc les œufs encore plus, et réussir à en trouver un qui soit suffisamment vieux pour qu'il y ait les 12 tâches sur l'œuf, c'est exceptionnel. C'est ce qui va se passer au tout début de notre histoire, où nos observateurs qui sont très pauvres, ils vivent dans une cabane dans les arbres, enfin c'est un petit peu... ils vont voir un oiseau pondre ce fameux œuf de 12 tâches, voilà. Et qui, pour essayer de l'attraper, vont prendre des risques et le père va sauver l'œuf en le mettant dans sa bouche, qui vraisemblablement devrait lui apporter la vie éternelle. Voilà. Alors, c'est la première partie de l'histoire. Comment est-ce que ça colle? Ça viendra après. Ensuite, nous nous retrouvons dans un bateau qui est en train de naviguer, un bateau avec des personnages très, très étranges et qui cherchent désespérément de nouvelles terres. Ce sont des explorateurs. Ils ont repêché en mer un homme qui a fait naufrage, mais qui a également tenté de se tuer. Il s'agit d'un peintre qui est en train de mettre toute sa vie et son énergie dans une œuvre pour représenter la femme de sa vie et qui passe son temps à parler et à engueuler le tableau comme si c'était la vraie personne et à le menacer de se tuer. C'est un petit peu en fait comme si le tableau d'une certaine façon était vivante et le peintre en fait plus dans la mort que dans la vie. Voilà, c'est un petit peu particulier. Et l'équipage malgré tout décide quand même de prendre soin de cet homme et d'essayer de le sortir un petit peu de cette obsession qu'il a vis-à-vis de cette femme sur ce tableau. Pendant leur exploration qui, comme n'importe quelle exploration maritime, alors j'ai oublié de vous dire, on est dans un monde de steampunk, donc vous imaginez qu'on est dans le passé, même si on a des aspects mécaniques un petit peu futuristes. Donc à cette époque-là, naviguer en mer, c'est très dangereux, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses, donc ça c'est assez réaliste. Et jusqu'au jour où ils vont aborder une nouvelle terre, sauf que après avoir fait quelque part, ils se rendent compte que ils sont de retour chez eux. Ils n'ont pas du tout réussi à trouver une nouvelle terre, ils sont revenus au point zéro. Et lorsqu'ils sont face à cette incompréhension de savoir d'un côté pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis et de l'autre pourquoi est-ce que ça fait 2 mois, pourquoi est-ce qu'ils ont mis 2 mois à rentrer chez eux sans jamais trouver autre chose, ils découvrent que le nord a disparu. Le nord ayant disparu, il n'est plus possible d'utiliser les boussoles, il n'est plus possible de naviguer. Certains pays qui avaient des accords de droit vis-à-vis des frontières nord, sud, est, ouest, eh bien tout cela ne fonctionne plus. Donc il y a des nouvelles revendications, des nouvelles... voilà, en gros, c'est le bordel. Dans tout ce bordel, il s'avère que le roi
Alors roi de ce royaume ou roi de la terre entière, c'est quelque chose qui est encore pas très très clair. C'est enamouraché d'une jeune femme très belle, très sexy, mais qui s'avère être la femme que le peintre était en train de peindre sur son fameux tableau. Et c'est une femme qui a un passé assez douteux. Voilà. Je m'arrête là pour les explications. Je pense que déjà, ça vous donne un petit peu une idée de l'histoire sans trop partir dans les trucs loufoques. Même si le coup des oiseaux biomécaniques et le nord qui s'est barré, voilà, c'est un peu particulier. Mais je vais vous mettre quelques images pour que cela vous donne une idée du côté loufoque. Il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à vous donner comme ça parce que c'est plus dans les détails. Juste leur coupe de cheveux, leurs vêtements, la façon avec laquelle ils s'expriment, même juste ce qu'ils mangent, enfin, tout est complètement loufoque, ce qui fait que d'une image à l'autre, on se dit... Et en même temps, pendant que l'histoire est en train de se créer, les choses sont en train de s'imbriquer et de prendre un certain sens. Quoique, ça dépend des fois, mais c'est en train de prendre un certain sens global qui fait qu'on commence à comprendre ce qu'il se passe. En même temps, l'intrigue est hyper prenante et on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ces oiseaux? Qu'est-ce qui se passe avec Léonore? Qui est cette femme? Qu'est-ce qui se passe avec le peintre? Qu'est-ce qui va se passer avec les territoires qui veulent maintenant annuler en fait tous les accords qu'il y a eu avec les voisins puisque les frontières ne sont plus, la frontière nord n'est plus au nord, celle au sud n'est plus au sud, rien n'est plus nulle part et dans le bon sens. Quelles autres conséquences ça a bien pu avoir? Voilà. Donc personnellement, j'ai adoré l'histoire. Alors oui, la femme fatale est sexy, etc., comme j'en parlais un peu tout à l'heure, sauf que il n'y en a qu'une qui est comme ça, et que ça a un rôle à jouer, c'est-à-dire que ça n'est pas juste la montrer, mais c'est un rôle spécifique à jouer dans l'histoire, que je peux pas trop vous détailler pour l'instant, voilà, parce que sinon je vous dirais tout, ce serait couillon, voilà. Et sinon, voilà, je trouve que tout est très très bien. Est-ce qu'il y a des défauts? Très certainement, mais alors pour le coup, dans celui-là, j'étais tellement prise, alors celui-là, je l'ai lu, mais alors à une rapidité. Et très sincèrement, là, j'ai pas le choix, je dois aller au travail malheureusement. Mais quand je reviens, c'est la première chose que je vais faire, ça va être me sortir le tome 2. Voilà. Wicca était très bien. Azimut est excellent. Et comme j'ai dit au début, on n'est pas loin du coup de cœur et ça va dépendre en fait de la tournure que prend l'histoire. Parce que si après l'histoire retombe comme un soufflet et on se retrouve avec du jus de boudin, bon voilà, ça va pas le faire. Mais en partant sur le premier tome, en fait, c'est-à-dire que je sens que je ne peux pas juger à 100% dans le sens où on est dans un démarrage, on est vraiment sur une lancée, on part sur un truc, on ne sait pas quoi mais on y va, voilà. Ben, écoutez, j'espère qu'avec mes explications bizarres, vous aurez compris ce que je veux vous expliquer, voilà. Alors, pour le dernier livre, je voulais vous parler du tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc celui-là, ça va aller un petit peu plus rapidement puisque c'est un tome 2. Je ne peux pas vous dévoiler tout le schmilblick. Mais en fait, c'est une histoire qui se passe encore une fois dans un milieu steampunk. Alors le steampunk toujours avec ce cadre rétro-futuriste, c'est-à-dire dans le passé, mais avec des inventions qui sont parfois plus avancées que chez nous. Sauf que dans celui-ci, il y a également beaucoup de magie. On se retrouve dans un monde où il y a des fées, des dragons, le monde des mages et le monde des fées, en fait, sont plus ou moins séparés. Il y a notre monde à nous, où tout se passe comme maintenant, et le monde des fées, le monde magique en règle générale, qui, il y a peu, se sont mélangés. Il y a des ouvertures qui se sont faites, qui sont expliquées dans l'histoire, donc je ne vais pas vous l'expliquer. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce mélange, donc les humains normaux ont découvert plus ou moins ce monde magique, même si tous ne sont pas complètement au courant de ce que ça implique, mais en même temps, les problèmes de ce monde magique, comme la guerre qui fait rage entre les fées et les dragons, va commencer à, pas à prendre place, mais à s'immiscer dans le monde normal. Voilà, donc il commence à y avoir des choses qui transpirent des deux côtés et bien entendu ça va nous faire toute une série de problèmes. Comme dans le premier volume, on retrouve nos personnages principaux, Griffon et Isabelle de Saint-Gilles, donc Griffon qui est un mage et Isabelle de Saint-Gilles une fée. Ils ont une histoire ensemble, sont plus ou moins un coup ensemble, un coup pas ensemble, mais ce sont des personnes qui s'admirent beaucoup par la qualité de leur travail et par leur intelligence et qui donc collaborent régulièrement pour
pour régler des affaires. Dans ce tome-là, on commence avec une série de meurtres. Il faut bien commencer avec quelque chose. Et bien sûr, ce sont nos deux personnages principaux qui vont enquêter. Dans ce Paris des merveilles, donc on a toujours un mélange entre le Paris de la Belle Époque, de la magie, on a des chats qui volent, des chats qui dorment sur des livres et qui absorbent tout ce qu'il y a dans le livre. Alors ça, c'est un pouvoir magique dont je rêve. Autant pour les bouquins, les romans, que pour apprendre des trucs, ce serait fantastique. Malheureusement, quand on referme un livre, faut réatterrir. Hein. Et voilà, plus ou moins, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, à part le fait que c'est un monde dans lequel il y a de la magie parsemée de partout. Donc vous imaginez Paris avec des créatures qui volent, avec des sirènes dans la Seine. Elles n'ont pas peur. Hein. Voilà, donc bon, c'est un petit peu le contexte. Vous mélangez steampunk, fantasy, mais high fantasy. Et vous vous retrouvez avec des personnages super intéressants, très intrigants. Le cadre, je l'adore depuis le début. Par contre, est-ce que j'ai aimé? Oui. Est-ce que ça m'a passionné? Pas forcément. Parce que je trouve les histoires pas suffisamment prenantes à mon goût. C'est très personnel. Je sais que c'est une saga que beaucoup de gens adorent. Et ça n'est absolument pas que je ne l'aime pas. C'est juste que je la lis, c'est sympa, je m'arrête, c'est bien, je pense à autre chose. Voilà, c'est pas le bouquin où je vais me dire « Ah là là, il faut absolument que je sache la suite, je veux continuer. » Non, voilà. C'est une lecture hyper agréable, qui s'oublie quand même, je trouve, parce que là, vous voyez, pour vous expliquer un petit peu le contexte, ça c'est bon, je m'en suis rappelé. Mais si je dois vous expliquer dans le détail, en fait, j'en suis même pas capable. Et voilà, donc pour moi c'est une bonne lecture, une agréable lecture, c'est pas prise de tête, c'est très très bien. On n'en demande pas plus pour de la lecture loisir. Et c'est très bien comme ça, voilà. Donc est-ce que je lirai le 3e tome? Bien sûr, je suis dans ma lancée. Quand est-ce que je lirai? Je ne sais pas, parce que comme je vous ai dit, je ne me sens pas de me précipiter sur la suite. Mais je sais que je la lirai parce que c'est sympa, voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura donné des idées. En particulier pour Azimut, je suis curieuse de savoir si certains d'entre vous l'ont lu. Et puis même Wicca en fait. Parce qu'autant le Paris des merveilles, j'en entends parler régulièrement dans d'autres chaînes. Mais Wicca et Azimut, il me semble n'en avoir jamais entendu parler dans le cadre de Booktube, y compris sur Insta. Bon après sur Insta, je cherche pas. Je ne suis que des gens que je connais déjà ou dont je regarde déjà les chaînes. Je vais pas aller suivre des personnes en particulier en cherchant un livre. Donc ça, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a plein de posts dessus et j'en sais rien. Mais on va dire sur le Booktube, voilà. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a lu, ou si vous l'avez lu vous-même, ou et puis en même temps, si vous avez envie de le lire, dites-moi aussi. Et puis j'espère que je pourrai vous donner la conclusion des sagas bientôt, surtout pour les BD, parce que je pense que c'est dans mon futur très très immédiat. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!